La Banque de France qui vient donc de revoir ses prévisions de croissance à la hausse pour cette année, une croissance donc meilleure que prévu qui permettra de boucher un petit peu, diront certains, le vertigineux trou de nos déficits publics et notre compte public. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneux, journaliste au Point. Alors c'est intéressant parce que cette reprise un peu plus forte que prévu, ça veut dire un peu de recettes fiscales. Certains iront jusqu'à parler de cagnotte parce que quand on voit le nombre de dépenses qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex sur ce chèque énergie exceptionnel de 100 € pour 6 millions de Français, on se dit qu'il y a beaucoup de dépenses qui ont été égrenées. Mais en même temps, il y a plus de recettes parce que la croissance est un petit peu meilleure que prévu. Oui, c'est pour ça que ça peut rappeler la cagnotte à l'époque quand Lionel Jospin avait eu des résultats budgétaires meilleurs que prévu et que Jacques Chirac était venu lui dire il faut rendre l'argent aux Français. Là, c'est un petit peu, on a un déficit moins mauvais que prévu parce que les recettes fiscales rentrent mieux, que la reprise est un petit peu plus forte. Et donc, est-ce qu'on va affecter toutes ces bonnes nouvelles à la réduction du déficit ou pour augmenter les dépenses? Et clairement, sur une partie de ces recettes supplémentaires, on va s'en servir pour augmenter les dépenses, puisque évidemment, on est dans une période préélectorale, et puis parce qu'on peut estimer aussi, pour des raisons de fond, sur le fait que c'est peut-être pas le moment de trop serrer le porte-monnaie pour ne pas casser la reprise. Et donc Emmanuel Macron dit avoir plein de dépenses d'avenir à financer. La question, c'est est-ce que ce sera des bonnes dépenses qui permettront d'augmenter la croissance? Après, le petit pouillème de croissance qu'on va avoir en plus, ça nous fait passer de combien à combien en termes de déficit public? C'est pas non plus... voilà. Alors si, parce que en fait, Bercy avait volontairement été très conservateur dans ses prévisions. Donc ils étaient sur 5% de croissance, maintenant ils sont à 6%. Et les instituts de conjoncture disent on pourrait être entre 6,2, 6,3, voire un peu plus si... Donc ça fait un point et demi de croissance en plus par rapport à ce qui a été prévu, budgété par le gouvernement. Et puis le gouvernement constate d'ores et déjà que les impôts, les principaux impôts rentrent mieux que ce qui était prévu parce que l'activité c'est plus redressé maintenant. Et cet argent, ce surcroît de recettes fiscales, il pourrait être affecté à la réduction du déficit. C'est ça. Il semble que pour l'instant, cet argent soit affecté à de nouvelles dépenses qui sont légitimes. Pour partie, Bruno Le Maire dit il y a une partie de ces nouvelles recettes qui permettront de réduire le déficit un peu plus que prévu. Rappelons que cette année, la prévision de déficit, au départ, c'était 9%. Puis elle s'est aggravée. Et puis finalement, elle sera plutôt aux alentours de 8,4. Ouais. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir de combien on va diminuer l'année prochaine dans le budget 2022. Et donc l'année prochaine, là, Bruno Le Maire dit en l'état actuel des dépenses présentées, ça sera 4,8% de déficit. Mais en l'état actuel de quelles dépenses présentées? Le budget a été présenté, c'est ça qui est paradoxal. En tout cas, les grands équilibres du budget ont été présentés. Le 22 septembre, en Conseil des ministres, Bruno Le Maire va présenter un budget et c'est assez inédit. Comme des arbitrages n'ont pas été rendus sur beaucoup de sujets, le revenu d'engagement pour les jeunes qui n'ont pas de formation ni de travail, le plan d'investissement… 500 €, je crois, de 500 €, c'est ça? Oui, c'est ça, par mois. 500 € par mois, à peu près. Le plan d'investissement qui est préparé par Bruno Le Maire à la demande d'Emmanuel Macron, eh bien, on n'aura pas dans ce texte toutes les dépenses qui seront incluses. Donc au moment où il y a présentation au Conseil des ministres mercredi prochain, on ne saura pas quel est le volume exact des dépenses, qui est totalement inédit pour un budget, et ces nouvelles dépenses seront introduites par voie d'amendement. Alors Bruno Le Maire essaie de tenir un peu ces dépenses et de faire qu'une partie des recettes fiscales supplémentaires dont on parlait soit affectée à la réduction du déficit, mais tout ne sera pas affecté à la réduction du déficit. Et donc le déficit qui est pour l'instant prévu à 4,8% pourrait monter jusqu'à 5, un peu plus de 5, si vraiment les dépenses sont importantes. On voit Bruno Le Maire, quand on lui parle est-ce qu'on lui parle de cagnotte budgétaire, qu'est-ce qu'il répond quand on lui en parle? Il répond que la situation n'a évidemment rien à voir, qu'on vient de vivre la crise la plus importante depuis 1929, qu'une partie de l'argent sera affectée à la réduction du déficit, et donc il réfute totalement cette comparaison. Mais il n'empêche que par rapport à ce qui a été prévu, on va annoncer des nouvelles dépenses supplémentaires grâce à des rentrées fiscales qui sont meilleures que prévues. Donc, et on se dit que la réduction du déficit n'est pas la priorité pour l'instant, ce qui d'ailleurs peut se comprendre. Donc le parallèle avec la cagnotte budgétaire de Lionel Jospin, on est en 99, c'est ça.
On peut la faire. La situation économique n'est pas la même, mais il y a bien un surcroît de recettes fiscales qui sont consommées par de nouvelles dépenses, qui sont affectées à de nouvelles dépenses. Oui, alors à l'époque, d'ailleurs, c'était par des baisses d'impôts. Là, cette année, ça sera plutôt par des dépenses supplémentaires. On met le plan Marseille là-dedans. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs dans ces nouvelles dépenses égrenées, encore une fois annoncées? Alors, en fait, rentrée, là, on rentre dans la technique budgétaire, mais le budget présenté prévoit un déficit à 4,8%. Et dans ces dépenses, le gouvernement nous dit, il faudra vérifier, qu'il y a le plan pour Marseille, qu'il y a les annonces du Beauvau de la sécurité, mais il n'y a pas le plan d'investissement, le revenu d'engagement pour les jeunes, ni d'ailleurs peut-être un plan de formation des chômeurs qui est en préparation. Donc, en fait, qui sont des gros morceaux. On parle ces trois éléments, à la fois le revenu d'engagement, la formation des chômeurs et le plan d'investissement. Ça pourrait être de l'ordre. Les périmètres ne sont pas arbitrés, parce que justement, une des raisons pour lesquelles on ne sait pas encore combien ça va être, c'est que Emmanuel Macron n'a pas tranché lui-même, parce que c'est des dispositifs difficiles à calibrer, notamment le revenu d'engagement et le plan d'investissement. Mais ça pourrait à peu près être 5 milliards, parce que le plan d'investissement, c'est 30 milliards à peu près sur 10 ans. On peut estimer que la première année, si c'est un dixième, ça sera à peu près 3 milliards. Et le revenu d'engagement, les chiffres qui circulent le plus couramment, c'est à peu près 2 milliards. Donc on peut estimer que ça sera 5 milliards. Et donc ça ferait passer le déficit de 4,8% à peu près 5%, ce qui permet d'être sur un chiffre un peu symbolique. Sachant que le gouvernement a une prévision de croissance qui est à 6%. Et comme on le disait, elle pourrait être un peu supérieure. Et donc là, il y aurait encore un peu plus de marge. Encore un peu de cagnotte. Voilà, encore un peu plus de cagnotte peut-être, et donc pourquoi pas le gouvernement pourrait avoir des bonnes nouvelles et dire finalement, regardez, on a tenu nos objectifs de déficit, donc on avait raison, mais n'empêche qu'on aura quand même financé des dépenses supplémentaires. Après, on peut donner crédit à Bruno Le Maire de ne pas vouloir réduire trop vite non plus le déficit budgétaire. On est largement instruit de l'après-crise financière de 2008, où c'est vrai que pour réduire le déficit, on y est allé un petit peu fort et ça avait plombé l'activité. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. La croissance aide, de toute façon, le rebond de la croissance qui devrait être assez fort, qui est assez fort en 2021 et assez fort en 2022, puisque en 2022, le gouvernement prévoit 4% de croissance. Donc ça permet de réduire un peu le déficit automatiquement. Et donc, d'ailleurs, le déficit va se réduire beaucoup, plus de 8%, normalement, jusque vers 5%. Donc il y a une réduction un peu mécanique grâce au retour de la croissance. La question, c'est après, comment on va faire les marches suivantes qui seront les plus dures, on est censé être de 5% à sous 3%. Et là, 3% pour 2027. On s'est engagé, je crois, à repasser sous 3% auprès de nos partenaires européens. C'est pas vraiment un engagement. C'est pas vraiment c'est un engagement les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais effectivement, si on veut reprendre le contrôle de la dette, qui a quand même beaucoup augmenté pendant la crise de presque 20 points, pendant la crise du Covid, ou de la Covid, il va falloir revenir sous 3% de déficit. Et pour l'instant, la trajectoire de la France dit que ça ne sera pas avant 2027. Donc on voit à quel point c'est compliqué. Et pourtant, il y a des dépenses exceptionnelles qui vont mécaniquement, celles du plan de relance et celles du plan des mesures économiques d'urgence, ces dépenses-là vont s'éteindre mécaniquement dans les prochaines années. Donc c'est pour ça que ces dépenses-là dont on parle, qui pourraient être annoncées sur le plan d'investissement, sur le revenu d'engagement, c'est des dépenses qui peuvent être importantes et surtout pour certaines d'entre elles pérennes, pas pour le plan d'investissement. Oui, parce qu'il y avait les mesures de dépenses d'urgence liées à la crise qu'on débranche au fur et à mesure. Voilà. Et c'est ce qui peut parfois reprocher au gouvernement d'avoir fait des dépenses quelque part en se servant de la crise, mais des dépenses qui sont pérennes, structurelles, qui ne vont pas s'éteindre avec la fin de la crise. Et c'est là que c'est ça qui pèse de manière durable sur le déficit et donc qui risque d'entraîner une dynamique de la dette qui ne permette pas de la faire baisser. Et 3% en 2027, c'est crédible ? Au rythme de la tendance actuelle ? C'est assez ambitieux, ça dépend un peu de la croissance qu'on est capable de dégager. Mais clairement, dans les scénarios actuels, le gouvernement dit pour arriver à peu près un peu moins de 3% de déficit en 2027, il faut que les dépenses publiques n'augmentent pas plus de 1% par an. Le chiffre exact, c'est 0,7%. On a réussi à le faire, ça. Ça a été fait très brièvement au début des années 2010, c'est-à-dire au moment justement où il y a eu beaucoup de rigueur
Et en plus, à ce moment-là, on avait augmenté beaucoup les impôts, donc ce qui a fait replonger la croissance. Mais donc, c'est un résultat qui a été obtenu au prix du gel du point d'indice des fonctionnaires, de baisse un peu d'effectifs dans la fonction publique. Enfin, on voit que c'est des mesures qui ont entraîné finalement des besoins d'augmentation de salaire, par exemple pour les soignants, puisque le Ségur de la santé augmente pour plus de 8 milliards d'euros les rémunérations de façon pérenne des soignants. Et donc, on voit que ces mesures qui sont un petit peu ce qu'on appelle le coup de rabot, c'est-à-dire on dit pendant tant d'années, on ne va pas augmenter le point d'indice des fonctionnaires, même si leur rémunération augmente par d'autres mécanismes, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément tenables dans la durée. Donc le risque, c'est que ce ne soient pas des mesures vraiment socialement acceptables sur la durée, et donc au bout d'un moment, les gouvernements soient obligés de relâcher ces objectifs. Donc 0,7% d'augmentation annuelle des dépenses, c'est un objectif très ambitieux qui a été atteint très rarement. Et donc on se demande, tout le monde se demande comment un prochain gouvernement, si c'est un gouvernement qui fait attention à la dépense publique, comment ça va être atteint. Et donc, surtout au vu de la litanie de promesses qu'on a pu... Exactement. D'où l'enjeu de la réforme des retraites, puisque la réforme des retraites, c'est le poste de dépense sur lequel on dépense beaucoup plus que nos voisins européens. Les Français partent plus tôt à la retraite que nos voisins. Ils commencent à travailler plus tard. On travaille très peu quand on est jeune, parce que le système n'est pas organisé pour que les jeunes travaillent en parallèle de leurs études. Il y a moins d'apprentissage qu'en Allemagne, etc., etc. Donc le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors en France est beaucoup plus faible qu'en Allemagne, par exemple. Et donc tout l'enjeu de la réforme des retraites, c'est d'arriver à augmenter ce taux d'emploi pour élargir le financement de la protection sociale. Les dépenses de retraite en France ne sont pas hors de contrôle, le déficit n'est pas finalement si énorme que ça, mais si on veut arriver à reprendre le contrôle de l'ensemble des dépenses publiques, on sait très bien qu'il va falloir jouer sur la réforme des retraites. C'est pour ça qu'on en parle. Pour l'instant, personne n'en parle, mais bon, on est en pré-campagne. On en parle quand même en permanence, même si personne ne veut la faire. Oui, voilà. En parler, mais pas la faire. Je note, on finit là-dessus, Marc, que... puisqu'on parle, c'est le sujet du jour, de cette cagnotte budgétaire à la fois sur 2021 et sur 2022, je ne sais pas, quand on pose la question à Bruno Le Maire sur quelle est la part qu'il compte affecter à la réduction du déficit, il ne donne pas de chiffres. C'est-à-dire que... Il dit « je suis bon gestionnaire, on fait attention et tout », mais il n'y a pas de chiffres derrière. On peut estimer que les prévisions initiales de déficit, c'était de 5,3%. Donc ça, c'était avant les bonnes nouvelles sur les recettes. Et maintenant, c'est 4,8%. Et donc, on va se retrouver entre 5,3 et 4,8. Et Bruno Le Maire suggère que ça va être un peu entre les deux. Et ce qui serait bien, c'est de ne pas dépasser ce chiffre symbolique de 5% de déficit. Bon, on en saura plus la semaine prochaine en tout cas, notamment avec ce Conseil des ministres. Merci, explication signée Marc Vigneault, journaliste au Point. Merci David. Merci.